Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de... Alors aujourd'hui on va faire quelque chose de complètement différent, je vais faire quelques propositions. Des propositions de films. On a été, certains d'entre vous, en conversation, en échange justement de ce que l'actualité parfois nous fait comme référence dans l'inconscient collectif de ce qu'on a pu voir dans un certain nombre de films. Alors des films sur des sociétés dystopiques, des films sur des manipulations, des films sur des complots aussi. Alors je vous ai fait une petite sélection. Alors attention, il n'y a pas tous les films, il y en a d'autres. Je vous les réserve peut-être pour une autre vidéo en tant que conseil. Je vais commencer par ce premier film qui prend tout son sens aujourd'hui, c'est celui-ci. C'est Icomicard. C'est un film d'Henri Verneuil. C'est un film qui date de, je ne sais plus, 1960... je ne sais plus exactement la date. C'est dans les années 70, peut-être 74-76, je pense. 79. 79, et donc... Icomicard, c'est un film qu'a réalisé Henri Verneuil, inspiré d'un livre qui était lui-même inspiré de l'assassinat de JFK. Et dans ce film, c'est dans ce film que justement Henri Verneuil intègre dans le scénario, donc du personnage joué par Yves Montand qui est un enquêteur et qui estime que la commission semble être un petit peu détournée véritablement des intérêts ou des objectifs qui pourraient justifier ou expliquer l'assassinat. Et c'est dans ce film-là que Henri Verneuil, justement, se sert de cette fameuse expérience de Milgram, où justement il explique un petit peu tout le phénomène qui consiste à réussir à finalement à tromper son peuple par la manipulation et par le contrôle, par l'autoritarisme, mais un autoritarisme qui s'exprime dans le cadre même d'une démocratie, c'est-à-dire la hiérarchisation qui, à un moment donné, donne des pouvoirs à des gens, de pouvoir assumer, entre guillemets, des responsabilités pour demander à des gens d'exécuter des ordres, d'exécuter des procédures. C'est dans ce film-là, d'ailleurs, qu'on réexplique la chose, c'est que lorsque Yves Montand dit « mais comment est-ce qu'on peut envoyer des millions de gens à l'abattoir sans que ça n'éveille la conscience collective ?» Eh bien, il a dit tout simplement parce que vous avez dans la chaîne des tas de gens qui feront tout simplement leur travail. C'est-à-dire que sous le coup de l'autorité, sous le coup du manque de courage, sous le coup de la peur aussi, de perdre son travail, de perdre son salaire, de ne plus pouvoir satisfaire aux besoins impératifs de sa famille, eh bien des gens ont tout simplement fait leur boulot. Voilà, c'est un film qui est très intéressant, qui est ancien, mais qui démontre que le cinéma français sait aussi mettre le doigt là où il faut, même si malheureusement aujourd'hui c'est plus en plus rare. Autre film, Big Short. Big Short, c'est un film réalisé par... je ne me souviens plus de son nom. J'ai pas le nom en tête. Je me demande si c'est pas... c'est Adam McKay, c'est ça. Adam McKay. Big Short. Si vous n'y comprenez rien à la finance, et si vous voulez comprendre pourquoi 2008 a été une crise financière importante, eh bien, dans ce film-là, qui est une fiction, mais une fiction inspirée des faits réels, vous y comprendrez véritablement le fond du problème, du fait que dans ce film, eh bien, on expose justement la saturation d'un système de spéculation, de système boursier, qui à un moment donné va déborder dans quelque chose qui n'aurait jamais dû être. C'est ce qu'on appelle les fameux CDS, ce qu'on appelle les crédits défaut swap, qu'on appelle aussi maintenant des produits toxiques, et qui ont été en cause de la chute d'un certain nombre d'établissements bancaires et du système économique, et plus particulièrement avec les fameux subprimes aux États-Unis. Autre film, peut-être pas commencer par celui-là, je vais peut-être plutôt vous montrer, pas celui-là, pas celui-là, pas celui-là, celui-là. Évidemment, c'est la référence. Voilà, c'est la deuxième version, la deuxième adaptation du fameux roman de George Orwell. C'est le film qui est sorti en 1984, justement. 1984 avec Richard Burton et le regretté John Hurt qui nous a quittés, je crois, il y a quelques années maintenant. Qui est réalisé par Michael Radford et
qui est à mon sens aujourd'hui un film rare et qu'on ne voit pas sur les chaînes de télé et qui aujourd'hui est très difficile aussi à trouver en streaming. Et on comprendra pourquoi, parce que c'est la référence, hein, tout simplement. Et en plus de ça, c'est... Alors, évidemment, ça synthèse un petit peu le livre, mais ça reste tout à fait cohérent. Et sinon, vous avez aussi son spin-off, si on peut l'appeler ça comme ça, qui est le film de Terry Gilliam, Brasil. Alors Brasil, c'est pareil, c'est une société dystopique, mais voilà, traité sur le ton un petit peu plus de la comédie, de la technocratie, même je dirais à la limite que Brasil est plus accentué justement sur l'aspect du délire de la technocratie au détriment du bon sens et de la logique. Donc ça, grand film de référence. Autre film de référence, évidemment, on ne peut pas se passer à côté de Orange Mécanique de Stanley Kubrick. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'à l'époque où il a fait ce film, c'était en 1976, je crois me souvenir, si ma mémoire est bonne, je crois que c'est 76, hein, non, 71, pardon. 71, ouais. J'avais 1 an à l'époque. Mais déjà en 71. En 71, quand on voit ce film aujourd'hui, alors en dehors de l'aspect création artistique, etc., qui est évidemment très 70s, le fond du film, en revanche, est parfaitement d'actualité. C'est la dérive de la société, l'individualisme, le consumérisme qui mène à des individus finalement qui finissent par devenir totalement barbares. Magnifique. Autre grand classique, Metropolis. Metropolis, c'est le fameux film de Fritz Lang, dans une version 2010, qui est la dernière version avec l'intégration des, je crois, 20 minutes qui manquaient dans la version originale. Alors faites attention parce qu'il y a, je crois, il y a 7 ou 8 versions différentes. Celle de 2010, c'est la définitive, celle qui intègre désormais les dernières, les morceaux de films qui avaient été retrouvés dans un cadre de restauration. Alors, en effet, c'est un film muet, c'est un film qui date quand même de son époque, mais même, déjà, à l'époque, sur le plan visuel, le film est très intéressant, mais aussi sur le fond de l'histoire. Parce que Metropolis, c'est quoi ? Metropolis, c'est la lutte de classe. C'est finalement un film qui rejoint un petit peu le roman de Aldous Huxley sur le meilleur des mondes. On retrouve un petit peu cette base de cette rencontre et de cette manipulation. Alors je ne vous raconte pas l'histoire, mais vous verrez, le film est parfaitement dans ce qu'aujourd'hui on est en train de peut-être commencer à voir émerger. Autre film très intéressant aussi, qui est un film toujours d'Henri Verneuil, très peu connu, c'est un film avec Patrick Devers, c'est 1000 milliards de dollars. Pareil, c'est un film qui aujourd'hui est très peu diffusé ou très peu rediffusé à la télévision. Et pour cause, parce que ce film dénonce finalement la grande multinationale, la multinationale qui étend ses tentacules pour devenir hégémonique, etc. Alors que finalement, l'histoire de cette société est relativement trouble. Et c'est ce que le journaliste campé par Patrick Devers, va finalement révéler. Autre film, THX 1138. C'est le premier long métrage de George Lucas, même avant qu'il fasse son American Graffiti. Ce film-là, c'est pareil. C'est une société dystopique, c'est une société de contrôle, c'est une société d'asservissement, où tout d'un coup, des individus commencent à éveiller leur sens, à éveiller leur souhait de liberté, leur souhait de satisfaire à leur curiosité. Alors, pareil, c'est un film qui date quand même de son époque. Aujourd'hui, on ne trouve plus la version originale, on trouve que la version remasterisée de 2000, je ne sais plus quelle année, je crois que c'est 2004 ou 2005, non, 1998. Autant pour moi. Donc le film date de 70, mais cette version remasterisée par Lucas date de 98. Autre film, alors là, dans un contexte c'est un petit peu différent, Quai d'Orsay. Quai d'Orsay, c'est un film qui est intéressant dans le sens où, sur le fond de comédie, sur la forme, pardon, de comédie, le film dénonce finalement les petites affaires, les petits secrets, les petites combines qu'il y a sur le plan diplomatique français. Autre film sur une société dystopique que vous connaissez certainement, qui est celui-ci,
Logan's Run, que l'on connaît en France plus sous le nom de L'Âge de Cristal. Là encore, c'est un film qui a des années 70, donc évidemment qui emprunte énormément le style artistique des années 70, mais là encore on retrouve un petit peu l'histoire, la base même de ce que Aldous Huxley avait raconté dans Le Meilleur des Mondes, c'est-à-dire une société fermée, où malheureusement pour pouvoir préserver un petit peu l'équilibre au sein de cette société, et bien jusqu'à un certain âge, vous avez le droit de vivre, mais pas au-delà. C'est-à-dire que je crois que c'est 30 ans. Arrivé à 30 ans, eh bien, vous devez disparaître. Sauf que pour faire accepter la disparition, pour accepter de mourir, eh bien, il y a toute une religion, tout un principe, tout un système qui s'est installé au sein de cette société. Donc c'est un film qui est très intéressant aussi à voir. Autre film, société dystopique, Equilibrium. C'est un film réalisé par Kurt Weimer, qui est un film relativement ancien, qui date de 2002, avec Kristen Bell. Pareil, c'est un film sur une société dystopique, où pour réussir tout simplement à éviter les guerres successives, eh bien, on a réussi à trouver un système, ou tout du moins un produit que l'on s'injecte et qui désinhibe les émotions. Et du fait de désinhiber les émotions, et bien évidemment, la société se construit sur des individus complètement qui inhibent les émotions et qui est complètement déshumanisé. Tellement déshumanisé que tout ce qui est littéraire, tout ce qui est art, tout ce qui est artistique, tout ce qui est création, tout ce qui est plaisir, eh bien, sont littéralement occultés, puisque les individus ne ressentent plus les sentiments, ne ressentent plus les émotions. Jusqu'au jour où il y a une résistance, évidemment, qui existe dans cette société, et le personnage qui est joué par Christian Bale, qui est, je ne sais plus comment ils appellent ça, un écraméton ou un truc comme ça, qui est un gardien, en fait, du temple, on va dire, qui un jour va essayer de comprendre, pour essayer d'infiltrer la résistance, ne va pas prendre son produit. Et tout d'un coup, il va être submergé par les émotions. Et après, je ne vous raconte pas l'histoire, etc. Donc c'est un film qui est pareil, qui est assez en lien avec ce qu'on est en train de voir un petit peu, et plus particulièrement avec les vaccins. C'est-à-dire la résilience d'un peuple par la vaccination obligatoire. Qu'est-ce que demain on va pouvoir vous injecter? Et enfin, je vais terminer sur ceci. Jéricho. Ah, vous voyez, j'ai de la chance parce que moi j'ai réussi à trouver le coffret avec les 2 saisons, puisqu'il n'y a eu que 2 saisons. C'est une série américaine qui date du début des années 2000, enfin 2003-2004, dans ces eaux-là. Et pour cause, parce que cette série, elle est apparue alors qu'on était dans la période post-11 septembre. Et cette série, elle est intéressante, pourquoi? Tout simplement parce que la forme, c'est en fait une petite ville qui s'appelle Jéricho et qui tout d'un coup va devoir, par l'intermédiaire de plusieurs personnages, on va suivre un peu les aventures de ces personnages, alors que les États-Unis viennent de subir une attaque nucléaire multiple. C'est-à-dire que la plupart des grandes villes américaines ont été attaquées par des bombes nucléaires. Et donc évidemment, Jéricho se retrouve une petite ville isolée, et donc on va suivre comme ça les personnages. Mais sur cette histoire vient se glisser des thématiques au fur et à mesure, c'est-à-dire tout simplement le false flag. C'est-à-dire que, il y a des thématiques du false flag, il y a des thématiques sur les sociétés de sécurité privée, il y a des thématiques sur, évidemment, la prise de pouvoir, il y a des thématiques sur des conflits d'intérêts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où l'institution s'effondre, eh bien malheureusement on retrouve un petit peu les comportements presque féodaux, presque barbares, on va dire, qu'il peut y avoir entre tribus, alors que nous sommes quand même dans un pays civilisé. Donc du coup, pays civilisé, oui, mais une fois que la structure, l'administration même qui régit le pays s'effondre, eh bien on se retrouve avec des entités indépendantes les unes des autres, mais qui finalement soit réussissent à s'entendre, soit vont finir par se faire la guerre. Donc cette série, elle est très intéressante. Je ne sais pas si elle est disponible sur aujourd'hui un réseau streaming, je sais qu'elle est encore disponible, on pouvait encore la trouver en DVD, je crois qu'il n'y a pas d'édition Blu-ray. Je vous invite vraiment à voir cette série parce que à l'époque, la première saison avait eu son petit succès. Il y a eu une deuxième saison de fait, sauf que malheureusement, il y a eu des pressions. Il y a eu des pressions pour
faire en sorte que cette série soit un petit peu galvaudée, comme étant une série complotiste, etc. Parce que justement, la série à l'époque, je rappelle, période post-11 septembre, la guerre en Afghanistan, la guerre en Irak, il y a eu quand même pas mal de scandales, dont le fameux scandale révélé par Assange et par Wikileaks sur des unités privées qui étaient en action en Irak pour le compte de l'armée américaine et qui ont commis des exactions. Donc en fait, dans cette série, la thématique, elle est présente. Et donc du coup, la série, a perdu un petit peu d'audience, etc., forcément parce que la chaîne a fait en sorte qu'elle perde de l'audience. Et du fait qu'elle perde de l'audience, la seconde saison a tout simplement été écourtée. Je crois qu'il y a 4 ou 5 épisodes. Alors, il y a aujourd'hui toujours une communauté de fans de Jericho qui réclament que soit réalisée une 3e saison. Parce que, évidemment, les sujets qui sont abordés dans cette série sont assez passionnels, on va dire, assez intéressants à traiter. Il existe des bandes dessinées qui ont voulu faire une continuité de la série, mais aujourd'hui, évidemment, cette série qui mettait en évidence, qui mettait un peu trop en évidence un certain nombre de thématiques qui touchaient déjà et qui commençaient à titiller un petit peu le domaine du tabou aux États-Unis, fait que cette série, finalement, aujourd'hui, elle est extrêmement rare. On peut encore la trouver, mais il faut vraiment bien chercher pour la trouver. Voilà quelques petits films que si vous n'en avez... peut-être que certains vous en avez déjà vu, mais si vous n'avez pas vu un de ces films, je vous invite à les voir, à vous les trouver, à vous les procurer, parce que vous verrez que ça va peut-être enrichir et peut-être vous faire comprendre un certain nombre de choses sur ce que nous vivons à l'heure actuelle. Comme je vous dis, il y a d'autres films que je pourrais vous présenter tout aussi intéressants sur un certain nombre de thématiques, mais voilà, sinon après je fais une vidéo qui fait 2 heures. Que puis-je vous dire plus sur cette petite vidéo cinématographique, si ce n'est que pour l'instant, la petite info comme ça, on a Biden qui commence un petit peu à péter les plombs, à dire un petit peu n'importe quoi, et puis on a également AOC, vous savez, c'est je crois Alicia Ocasio-Cortez, cette fameuse démocrate très à gauche, très gauche, voire communiste, qui s'est pointée avec une robe avec inscrit derrière tax the rich, c'est-à-dire taxer les riches, au fameux Met Gala. Le Met Gala, c'est la soirée gala Fashion Week par excellence aux États-Unis, dans tout l'excès que le choix américain aime faire. C'est de l'extravagance, c'est du paillette, c'est des strass, c'est-à-dire c'est l'endroit où il faut se montrer, c'est l'endroit où si vous n'y êtes pas invité, c'est que vous êtes out, vous n'êtes pas dans le in. C'est quand même 30 000 $ le ticket. Et pour une nana qui est assez communiste, qui est assez socialiste sur les bords, aller se pointer dans ce genre de festivités pour faire de la provocation avec une robe marquée « Taxer les riches » dans le dos, à 30 000 $ le ticket, vous avez là tout à fait l'infantilisation de la société américaine, c'est-à-dire des gens qui croient faire un buzz, mais qui en réalité j'ai tendance à plus se ridiculiser. Donc voilà, c'était pour la petite anecdote. Et puis Macron qui, son fameux Beauvau là, de la sécurité, qui a, ça le titille depuis longtemps, de réformer tout simplement le code de procédure pénale. Déjà que... c'est dangereux. C'est dangereux, pourquoi ? Parce que s'il veut réformer le code de procédure pénale, ça veut dire qu'il va intégrer certainement des éléments qui vont permettre, en effet peut-être, d'expédier certaines affaires au détriment de la justice, au détriment du bénéfice du doute. Alors certains voteront certainement pour se dire oui, comme ça va mettre un terme à la délinquance, à l'insécurité, à la violence, etc. Mais malheureusement, si ça fait comme en 2016 avec la réforme qui a permis de modifier un certain nombre de textes de loi du fait de l'état d'urgence terroriste, qui a été par exemple sous le couvert justement de la lutte contre le terrorisme, de pouvoir faire des perquisitions sans l'autorisation d'un juge, voire même sans la présence d'un avocat, ou d'un assesseur, ou d'un huissier pour constater, ou un truc comme ça. Sauf qu'on s'est rendu compte que cette loi, ça faisait 2 jours qu'elle était au journal officiel, que tout de suite on a débarqué chez M. Borde, qui était un anti-hollandiste virulent,
alors qu'en fait il n'avait absolument rien de terroriste. Mais encore une fois, voilà, c'est-à-dire qu'on a utilisé une loi qu'on n'a pas détournée, parce que les lois sont généralement construites, conçues, écrites pour faire une globalité, pour faire une généralité, sans spécifiquement donner un cadre en disant dans le cadre de la lutte antiterroriste. Et non, vous ne le verrez pas. C'est exactement comme ce fameux texte de loi sur les séparatismes. Le fameux texte de loi qui a été voté par l'Assemblée nationale et le Sénat, le séparatisme englobe tous les comportements qui vont à l'encontre de la République, de l'État, et donc par conséquent de ce milieu élitiste. Un résistant, un dissident, un opposant, selon son action, selon son type d'action, sera considéré comme un terroriste, un séparatiste. Tout est dans les termes, tout est dans les lois, tout est dans les phrases, tout est dans la spécificité de ce que précise la loi. On y joue, on l'accepte, on l'a voté. Enfin, c'est notre Parlement qui l'a voté. Évidemment, ce n'est pas le peuple. Le peuple n'a plus aucun mot à dire. Quand je dis que la fin de la République, quand je dis que la République est morte, tous les jours je vois des choses qui confirment ce que je dis. Voilà pour cette vidéo. D'ici là qu'on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo, eh bien, portez-vous bien.